Cette semaine, à Sport Neuf Laval, on parle de kinball en compagnie de nos invités de la semaine. Sarah? Oui, Michel. Kinball. Est-ce que tu savais que c'était un sport québécois inventé en 86? Non, je ne savais pas ça. Tu viens de m'apprendre ça à l'instant. Donc, c'est quand même un sport qui existe depuis quelques années, mais qui est encore méconnu, je crois. C'est vrai, très méconnu. Et je trouve que ça mène bien au sujet, notre thématique de la semaine, c'est-à-dire la visibilité d'un sport. Et pour un sport qui a été inventé au Québec, je trouve personnellement que le kinball manque de publicité, manque de visibilité sur la scène sportive. Et c'est ce dont on va parler en compagnie de notre invitée de la semaine, Gabrielle Croteau, coordonnatrice de l'Association régionale de kinball de Laval. Ouh, c'est un gros titre, ça. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Oui, ça va. Écoute, pour débuter, j'aimerais savoir, c'est quoi la mission de l'Association de kinball à Laval? En fait, l'Association régionale de kinball vise surtout l'accessibilité au sport pour tous les jeunes de Laval, autant que les adultes. Puis, c'est vraiment le but premier, c'est de développer le plein potentiel des Lavallois, des jeunes et les adultes. Puis, c'est pas mal ça. Aussi, avoir un mode de vie sain là, pour promouvoir ça. Donc, de les amener à bouger un peu plus dans une activité sportive. Exact. Donc, toi, tu pratiques ou tu es impliqué dans le milieu depuis combien de temps? En fait, depuis ma deuxième année du primaire, je joue au kinball. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été impliquée dans le autant milieu, entraîneur, puis maintenant coordonnatrice. Okay. Donc, tu dois avoir vu différentes réalités, différentes modifications ou changements dans la discipline à travers toutes ces années-là. Bien oui, vu qu'en fait, c'est un sport récent quand même, ça fait, je pense, une vingtaine d'années autour de ça. Donc, c'est sûr que le sport évolue très rapidement. Si je regardais des vidéos d'il y a peut-être 8 ans, puis le sport était vraiment plus lent que maintenant, là, surtout au niveau compétitif. Mais ça, je crois que c'est dans tous les sports aussi. Je crois qu'il y a une vitesse qui s'accentue au fil des années. Ouais. Mais toi, écoute, tu as dit que tu as commencé à jouer au kinball en deuxième année. Ça veut dire que tu as commencé à l'école. Ouais. Donc, je crois que la majorité des gens qui sont initiés au kinball, c'est dans un environnement scolaire. Oui, exact. Mais je crois que vous êtes en train d'essayer de changer ça, peut-être, à l'association? Oui, en fait, bien, au niveau de Laval, on essaye ça. Pour le moment, on est dans les écoles primaires. Ça a toujours été comme ça. Ceux qui vont à l'école peuvent le pratiquer ensuite en soirée ou tout de suite après l'école. Par exemple, là, ce qu'on essaie de faire, c'est viser une école par quartier pour pouvoir vraiment inciter tous les jeunes à aller à la même place. Comme ça permet, de faire des nouveaux liens avec d'autres personnes, de créer d'autres esprits d'équipe avec des gens, vu que comme ça, ils se connaissent pas. Donc, est-ce que tu penses que tu veux amener un volet plus compétitif que participatif au sport? Bien, c'est sûr qu'il faut les deux. On a les deux volets, en fait, le récréatif puis le compétitif, mais ça peut amener les jeunes à avoir un peu plus de compétition au niveau récréatif, plus l'amener à un sport plus, je sais pas trop comment dire. Compétitif. Plus compétitif, c'est ça. Que ça les amène plus, c'est ça, de rivalité, parce que là, c'est vraiment plus, on s'amuse avec le ballon, puis on aimerait ça l'amener à un autre niveau. Un autre niveau. Est-ce qu'il y a ce niveau compétitif-là qui existe dans la structure actuelle, au niveau peut-être de la Fédération québécoise ou internationale? Oui, il y a les deux, en fait. Okay. On a le réseau qui s'appelle le Circuit de compétition provinciale, qui regroupe 10 associations à travers le Québec, dont il y a l'Outaouais, la Beauce, l'Estrie, qui sont les régions les plus éloignées. Puis, en fait, il y a deux divisions. Il y a la division 1, qui serait équivalent à un réseau 3A, puis la division 2 qui serait un réseau 2A. Donc, les équipes sont formées selon les meilleurs joueurs de la région de Laval pour ensuite compétitionner contre les autres associations. Mais puisque c'est quand même, l'association est très divisée à la grandeur du Québec, j'imagine que ça doit être un peu difficile quand vient le temps de faire des tournois, de trouver différentes équipes pour bâtir un tournoi, une compétition. Est-ce que c'est difficile à ce niveau-là ou pas du tout? Il n'y a pas de problème? Pas vraiment, parce qu'il y a vraiment, c'est établi le circuit compétition. Donc, les équipes sont vraiment sont mis au réseau de la fédération. Puis ensuite, c'est tout le temps ces mêmes équipes-là contre qui on s'affronte. Donc, il y a vraiment une structure, qui amène l'équipe championne provinciale. C'est quoi la prochaine étape après ça pour cette équipe-là? Bien, maintenant, les Coupes du monde, c'est rendu qu'il va y avoir un camp de sélection qui va être affiché à tout le monde. Puis ensuite, il va y avoir des coupures pour sélectionner les meilleurs joueurs qui vont ensuite aller compétitionner pour les Coupes du monde. À l'international. Exact, à l'international. Comme à l'automne, en 2015, ça va être en Espagne. Donc là, il y a déjà une procédure pour les sélections. Il y a déjà 4 personnes de sélectionnées pour l'équipe féminine et pour l'équipe masculine.
Puis le reste va être décidé au cours de la fin janvier. Et à Laval, on a Axel qui s'en va à ces Jeux-là. Moi Axel, aussi. Oui, toi aussi. Bien, on va avoir la chance de lui parler. Bien, félicitations à vous deux, les filles. Merci. Donc, qu'est-ce que ça demande comme préparation, ça, pour aller à une compétition, c'est-à-dire niveau d'entraînement? Combien d'entraînements par semaine? Combien de Bien, en fait, parties? en ce moment, c'est sûr qu'on pratique 2 fois par semaine avec notre équipe respective de Laval. Puis ensuite, lorsque l'équipe va être vraiment formée au complet, on va avoir des pratiques à chaque 2 semaines environ avec l'équipe nationale pour forger vraiment notre équipe. La chimie. La chimie, exact. Parce que la chimie, c'est très important. C'est ce que je m'allais dire. Si on regarde les prérequis ou les éléments qui sont nécessaires pour bien performer dans ce sport-là, quels seraient les 2 ou 3 plus importants, tu penses? Bien, en fait, la confiance en soi, là, ça revient vraiment jouer... c'est primordial. Si tu es dedans, en fait, partout, autant au travail que dans le milieu sportif, c'est comme ça. Si tu te sens bien, tu te crois capable, tu vas tout réussir. Puis la pression, c'est sûr que c'est important aussi de la gérer, mais ça peut se faire aussi à travers avec tes coéquipiers, c'est sûr. C'est vrai. Donc là, tu parles, il y a eu 4 membres féminines, 4 membres masculins. Il y a un total de combien de joueurs dans une équipe? En fait, ça serait entre 8 à 12 qui sont sélectionnés selon le potentiel des joueurs. Sauf souvent, c'est 12 joueurs. Okay. Maintenant, parlons de notre thématique que je voulais aborder absolument avec toi, la visibilité du sport. Oui. Comme on a dit au début, le kinball, on connaît ça, mais en même temps, on ne connaît pas beaucoup ça, on ne s'ajoute pas à la télévision. Est-ce que tu crois qu'il y a une assez grande visibilité? Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer ça au niveau du sport? Bien, en fait, en ce moment, là, je parle pour Laval, on est en train de rédiger un plan de promotion pour les années à venir. Par exemple, cet été, on veut essayer d'être dans les festivals de quartier, les fêtes de quartier, pour vraiment essayer d'aller promouvoir le sport. Puis, c'est d'attirer des gens. Exact, attirer les jeunes. Exactement. Donc, à ce niveau-là, ça serait ça. Sinon, pour la télévision, c'est sûr qu'on n'est pas aussi connu que le hockey, que le soccer. Mais par exemple, maintenant, les matchs seniors de compétition vont être mis en ligne, en fait, vont être visionnés live, vont pouvoir être visionnés live et aussi ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, comme ça permet d'amener une certaine visibilité. Donc, ça permet aussi aux joueurs de se faire reconnaître. Donc, j'imagine que ça doit être différent aussi au niveau du repêchage, au niveau des tournois. S'il y a une plus grande visibilité pour les athlètes, il va y avoir plus de chances de se faire repêcher, comme je dirais. Il y a aussi au niveau peut-être des commanditaires, les partenaires, au niveau des investissements qui pourraient être développés avec cette reconnaissance-là. Oui, c'est sûr. En terminant, Gabrielle, est-ce qu'il y a une adresse Internet, un courriel qu'on peut vous rejoindre pour avoir plus de détails à l'association? Oui, en fait, c'est le www.kin-ball.qc.ca. Donc ça, c'est vraiment l'adresse de la Fédération québécoise de kinball. Puis ensuite, si vous venez de n'importe quelle région, il y a l'onglet des associations. Donc, vous pouvez aller voir où le kinball est pratiqué. Bon, bien, merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir été là. Merci à vous. Merci bien. Au plaisir de te revoir. Puis bonne chance pour la compétition en 2015. Pas de problème. Bonjour, ici Stéphane Ducharme pour les nouvelles du sport. À la boxe, le boxeur David Lemieux a mis fin à son association avec Gym. Son contrat était déjà échu depuis plusieurs mois. Malgré tout, il avait disputé quelques combats de gala avec l'association Gym et l'athlète de Chomédé qui montre une fiche de 33 victoires, 2 défaites et 31 KO. Il est le 2e aspirant du World Boxing Council, la WBC, des poids moyens et détient la ceinture de NABF de la catégorie. Lemieux veut affronter les boxeurs comme Canelo Alvarez, Miguel Cotto et Gennady Golovkin. Même s'il n'est plus associé avec Gym, il poursuivra son entraînement en compagnie de son entraîneur Mark Ramsey. Le boxeur de 26 ans est sur le point de signer une entente avec le groupe Golden Boy Promotion. Lemieux ne sait pas quand il va remonter dans l'arène. Il y a remporté ses 8 plus récents affrontements. Sa défaite remonte le 10 décembre 2011 face à Joachim Alcinde. Pour cette première chronique nutrition de la saison, on parle avec Marie-France Lalancette, nutritionniste. On parle des bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'une bonne résolution à prendre au niveau de la nourriture? Et Marie-France, bonjour tout d'abord. Bonjour Sarah. Je te pose la question, est-ce que quand on décide de choisir un régime, est-ce que le poids est un bon indicateur pour notre santé? Oui, c'est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de bonne résolution, c'est de penser au poids. Alors qu'au fond, un indicateur de santé, un élément peut-être qui favorise la santé, donc, c'est pas vraiment le poids.
Parce qu'on se rend compte qu'en bout de ligne, ce qui compte, c'est la masse musculaire. Okay. Donc, la composition corporelle. Combien il y a de pourcentage de gras dans notre corps? Parce que ce qu'on sait, c'est que le gras a plus tendance à se situer au niveau abdominal, plus près des organes. C'est ce qui fait qu'un meilleur indicateur de santé, finalement, c'est plus le tour de taille, le ratio par rapport à la taille et les hanches, ou vraiment la quantité de muscles dans notre corps. C'est ce qui nous protège finalement des infections, des maladies et tout ça. Alors, les bonnes résolutions sont reliées à ça. En fait, on veut adopter de saines habitudes et c'est ce qui va modifier notre santé beaucoup plus que de se centrer sur un poids en particulier. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on développe de saines habitudes alimentaires? Alors, il y aurait beaucoup de façons, mais je dirais, j'ai choisi les 3 qui sont pas mal les meilleures pour tout le monde. C'est des choses qui sont souvent négligées, je dirais un peu. Donc, je t'écoute. J'ai hâte de savoir tout ça. Oui. Alors, Sarah, je te pose une question. Okay. Je te présente 2 situations. Tu me diras, selon toi, qu'est-ce que c'est la réponse? Alors, si j'avais le choix, qu'est-ce qui serait le plus engraissant entre manger tous ces beaux fruits-là après un repas où j'ai bien mangé à ma faim et je mange tous ces beaux fruits-là, mais j'ai pas faim pour les manger, ou ces 2 beaux morceaux de gâteau-là et je me suis laissé de la place, puis en fait, quand j'ai mangé ça, j'avais faim. Qu'est-ce qui serait plus engraissant, même si on a le même apport en calories? L'apport en calories est le même. C'est le même. Mais je crois que je vais répondre à ta question. Il faut écouter notre faim. Donc, si je n'ai plus faim, bien, moi, nécessairement, je ne vais pas manger autre chose. Effectivement. C'est sûr que dans le temps des fêtes, on mange toujours beaucoup plus que sa faim, mais ça serait ça l'idéal, je crois. Oui, en fait, la résolution que je propose, c'est d'arrêter de penser au poids, donc commencer à penser à sa faim. Hein? Si on n'a pas faim puis on mange 6 pommes, on va les entreposer, ils vont aller ici. Si on a faim, on sait garder de la place pour quelque chose de bien, de peut-être plus gourmand, mais on a vraiment faim pour le manger, mais il n'y a pas de raison que notre corps l'entrepose. Okay, alors, il n'y a pas de différence. La première résolution, c'est d'écouter sa faim, et c'est comme ça qu'on prévient l'entreposage, si je peux dire. Deuxième résolution, c'est vraiment au niveau des fibres. Hein? Petit truc, est-ce que tu pelles tes légumes, tes aubergines, tes courgettes avant de les manger? Est-ce que tu pelles tes poires? Est-ce que tu pelles tes pommes? Ça dépend. Ça dépend. Les fruits, habituellement, je vais manger avec la pelure, mais souvent, les légumes, on a tendance à les peler avant de les faire cuire. Effectivement. Alors que quand on veut augmenter notre apport en fibres, c'est vraiment un élément très important de la santé. On n'arrête pas de le répéter. Il y a des façons faciles de faire ça. C'est à garder la pelure sur nos légumes. On peut manger des frites faites maison, cuites au four avec la pelure. On peut garder la pelure des aubergines, des courgettes. Et souvent, on va aller vers des produits, peut-être même des produits sans gluten, mais qui peuvent s'avérer très raffinés. Avec beaucoup Il manque beaucoup de fibres. Alors, il faut faire attention à ça. C'est pas parce que c'est sans gluten que c'est nécessairement riche en fibres. Alors, il faut faire attention. On regarde à chercher à ajouter des fibres aux produits qu'on achète, ou encore mieux, d'aller vers des céréales entières qui ne sont pas des produits transformés, mais qui gardent toutes leurs propriétés finalement. Et en terminant, ta dernière bonne résolution? Changer nos types de gras, je dirais, en allant plus vers les produits marins. Le thon, les algues, les meilleures huiles. L'huile de canola est une très bonne source d'oméga 3, les noix. Alors, tout ça, effectivement, donc le sujet de ma prochaine chronique sera les huiles. On pourra en parler plus la semaine prochaine. Bien, merci, Marie-France, pour ces bons conseils. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Du côté cycliste, Guillaume Roussel a connu un bon départ chez les seniors. L'athlète de Saint-François a uni ses efforts à ceux des Québécois, Joachim Albert et Joël Archambault, pour permettre aux cyclistes québécois de devenir vice-champion canadien à la vitesse par équipe. Dans les épreuves individuelles, le sprinter s'est emparé de la 5e position à Quérin et d'une 7e position de vitesse. L'entraîneur de l'équipe de Québec, Pascal Choquette, se dit satisfait des résultats obtenus par les athlètes. Il a dit qu'ils ont eu la chance de participer à des championnats et le nombre de coureurs était plus important et le calibre plus relevé que dans le passé. Le double champion canadien junior devra changer ses plans. Guillaume, qui devrait déménager ses pénates à Hamilton avec une douzaine de Québécois, a dû trouver un autre site d'entraînement. Guillaume et son groupe prendront la route pour la Floride et Los Angeles afin de participer à des camps de préparation. Notre athlète invitée de la semaine se nomme Axelle Galarneau. Elle est âgée de 18 ans, de presque 19. Elle a commencé à pratiquer le sport à l'âge de 8 ans et sa plus grande réalisation de sa carrière, eh bien, ça sera sa participation à la Coupe du monde de kinball qui aura lieu en août prochain. Bonjour, Axelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Très bien, Ben, merci. Oui, ça va. Félicitations pour, excuse-moi, oui, félicitations pour ta sélection au Merci sein beaucoup. de l'équipe Québec. Merci. Donc, on va avoir hâte de te regarder performer, si c'est le cas, si on va avoir accès. Oui, c'est sûr. Ça va être en diffusion en direct sur Internet. Puis, encore une fois, ça va être sur YouTube par après pour
regarder rediffusions. encore. C'est ce qui m'amène à me poser la première question, reliée à notre thématique de la semaine, la visibilité d'un sport. Est-ce que tu trouves, toi, en tant qu'athlète, que le kinball a assez de visibilité? En fait, c'est sûr que non. On est vraiment un sport méconnu. On est pas très... On est quand même assez populaire, mais on n'est pas connu. Quand je dis aux gens que je joue au kinball, le monde pense souvent que je pousse le ballon, alors que c'est complètement pas ça. C'est vraiment intense, c'est vraiment physique. Puis c'est sûr que pour les joueurs, c'est un peu plus difficile de se démarquer au niveau compétitif parce que après le circuit provincial, c'est la Coupe du monde, mais c'est quand même difficile d'atteindre ce niveau-là. Donc, il y a un bon gap entre le circuit provincial et la Coupe du monde. Oui, exactement. OK. Puis, est-ce qu'il y a une nouvelle organisation, une nouvelle façon de placer le sport qui va permettre de réduire peut-être ce gap-là? Est-ce que tu sens qu'il y a une volonté au niveau de la structure, au niveau des associations? Oui, bien c'est sûr qu'en fait, qu'en sélectionnant, avant, c'était l'équipe qui gagne s'en va à la Coupe du monde. Maintenant, en sélectionnant les joueurs individuellement, c'est vraiment plus facile de se démarquer puis de réussir à accéder à ce niveau-là, puisque ça veut... Dans des équipes qui ne gagnent pas nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons joueurs. Puis, Donc, c'est comme si on partait avec le principe de former une équipe d'étoiles qui allait représenter. Une équipe d'étoiles, mais c'est sûr qu'il faut pratiquer ensemble pour pouvoir bâtir l'esprit d'équipe parce que la coopération, c'est vraiment important. Puis la communication aussi. Parlons de la pratique de l'esprit d'équipe. Michel, qui est préparateur mental, et toi qui es athlète. Donc, c'est comme si ça fit bien ensemble en ce moment. Je voulais savoir, c'est quoi les étapes par lesquelles tu passes pour te préparer mentalement et, après ça, physiquement? C'est-à-dire la compétition qui s'en vient, là, c'est quoi le cheminement que tu fais présentement? C'est sûr que mentalement, on fait beaucoup de visionnement des anciennes parties qui ont eu lieu. Pour la Coupe du monde, on visionne les anciennes Coupes du monde, on regarde comment les autres pays jouent, on essaie de comprendre leur stratégie, puis de nous-mêmes s'adapter à leur stratégie, de développer une défensive qui va tout attraper, puis une offensive qui va tout marquer. C'est ça qu'on fait. On fait aussi beaucoup... justement, on se pratique dans les conditions dans lesquelles on va être là-bas. Donc, on va aller en Espagne au milieu de l'été, donc il va faire très chaud. On va essayer de se pratiquer dans des conditions de chaleur, aussi dans des conditions de stress, de pression, pour pouvoir être capable de gérer ça. On sait que là-bas, la barrière linguistique risque d'être un obstacle entre les différents joueurs. Donc, on va essayer de travailler là-dessus en étant conscient. On est déjà plus avancé quand ne sachant pas à quoi s'attendre. Tu es en train de prendre des cours d'espagnol et tu joues au kinball dans un sauna. Non. Non, c'est sûr qu'on va essayer d'aller dans des gymnases qui ne sont pas climatisés ici, des gymnases où il fait chaud, où on va s'habituer, dans le fond, au climat. C'est sûr qu'en plein hiver, c'est un peu plus difficile, mais... Est-ce que, justement, au niveau des endroits où on prévoit faire les matchs là-bas, est-ce que c'est des sites fermés ou ça pourrait être joué sur des surfaces extérieures? Non, il faut absolument que ce soit dans un gymnase fermé, parce que dans le fond, le ballon, sinon il partirait au vent, c'est vraiment léger. Puis c'est vraiment aussi très sensible, donc ça peut briser facilement. Donc il ne faut pas que ce soit mis avec des obstacles. Donc il faut ça dans un environnement qui est contrôlé et protégé. Oui, on va être dans un stade là-bas où il va y avoir le gymnase et les estrades. C'est quoi ton plus grand stress par rapport à ta préparation? Tu parlais un peu de justement gérer le niveau de stress plus important. Tu parles de barrière linguistique, tu parles de cohésion à l'intérieur même de l'équipe. Pour toi, c'est quoi ton plus grand défi? Je pense que ça va être vraiment de garder le momentum. Le kinball, c'est vraiment un sport de momentum. Il faut arriver là-bas puis imposer notre rythme, puis pas se laisser affecter par les erreurs qu'on fait, même si c'est une grande compétition. Ça va être, dans le fond, une partie comme un autre. Dans le fond, au kinball, quand tu échappes le ballon, tu donnes des points aux autres équipes. C'est pas comme dans les autres sports, au hockey, tu échappes la rondelle, tu donnes pas nécessairement de points aux autres équipes, tandis que nous, ça fait des points automatiquement. Puis c'est ça, il faut pas se laisser affecter par ça, puis pas perdre notre confiance puis notre concentration pour ces points-là. Donc, il y a vraiment une stratégie, il y a vraiment des stratégies en arrière au niveau sportif, au niveau de cohésion d'équipe qui nous permet d'imposer notre rythme? Oui, c'est sûr. Il existe plusieurs défensives. Au niveau provincial, on joue encore avec 2 blocs, 2 pointes, alors qu'au niveau mondial, on joue en pyramide, donc un seul bloc puis 3 pointes. Puis ça, c'est possible de le modifier, d'avoir des filles qui vont coller, des filles qui reculent. C'est toutes des choses qu'il faut pratiquer. Puis aussi, au niveau offensif, il y a énormément de jeux qui existent, des feintes
dans le fond, marquer, faire déplacer les joueurs puis frapper où il n'y a personne. Quand on parle de bloc et de pointe, c'est quoi Oui. exactement? En fait, c'est En que... jargon de Oui, c'est que tu as le ballon, puis les personnes qui sont collées directement sur le ballon sont les blocs. Donc, ils amortissent la frappe, puis ils la dévient à leur joueur qui est la pointe, qui va être plus loin que le 6 pieds. Puis, c'est ça. Puis, quand tu dévies comme il faut ton ballon, tu favorises le gel, tu favorises les frappes rapides sans ramener le ballon au centre nécessairement, sans prendre notre temps. On veut tout de suite marquer, tout de suite faire des points. Donc, c'est un sport qui est très dynamique, Oui. très exigeant physiquement. Oui, c'est très cardiovasculaire. Ça sollicite vraiment tous les muscles, autant les jambes pour les déplacements, les changements de direction vraiment rapides, que les bras pour les frappes, pour attraper le ballon. Le visu aussi, pour bien viser. Je crois que tu Oui. t'envoies les membres de ton équipe, là, de mes souvenirs de quand j'ai joué au Oui, c'est kickball. sûr. On essaie de pratiquer ça vraiment en pratique, de savoir que si je veux envoyer le ballon à tel point, je l'envoie exactement à cet endroit-là et non ailleurs. Puis c'est vraiment un sport de précision également. Donc, dans toute cette fatigue physique-là ou cet effort physique-là, comment est-ce qu'on reste concentré ou quels sont les outils qu'on peut utiliser pour rester concentré? Mais en fait, c'est sûr que dans l'équipe, il y a seulement 4 joueurs sur le terrain en même temps, puis il y en a 4 autres sur le banc. Donc, on fait des changements fréquents. Okay. On essaie, si on voit que quelqu'un est fatigué, on le change. Puis, quand ça va moins bien pour nous autres, c'est vraiment important de se rabattre sur l'équipe, de faire confiance à nos coéquipiers, de savoir qu'ils sont là pour nous couvrir, puis qu'on peut travailler vraiment ensemble. Ça peut prendre combien de temps avant de développer une certaine cohésion? J'imagine que dans la dynamique où il y a des sélections au niveau de l'équipe qui va aller nous représenter en Espagne, vous allez jouer avec des anciens adversaires? Oui, en fait, on va pratiquer ensemble en même temps de jouer contre dans nos matchs. Mais je pense que ça nous aide aussi parce que c'est des filles qu'on connaît dans la vie. On se côtoie dans les différentes rencontres. On n'est pas seulement des adversaires. Tout le monde se connaît. C'est un peu une grande famille. Puis je pense que l'esprit d'équipe va pouvoir se bâtir assez rapidement, surtout en ayant des pratiques régulières aux 2 semaines. Ça va être des 5 heures, des blocs de 5 heures aux 2 semaines. Donc ça va nous permettre de vraiment... forger l'esprit d'équipe. En terminant, Axel, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette compétition en 2015? En fait, on souhaite la médaille d'or puisque le Canada est invaincu depuis le début des Coupes du monde. Okay. Donc, on veut garder notre titre puis ramener l'or à la maison. Bon, ben, on te le souhaite. Merci Bonne chance. Merci. Puis, ben, au plaisir de te revoir. Moi aussi. Côté patinage artistique, les patineurs juniors n'iront pas en Croatie. Le patinage synchronisé, les pirouettes de Laval ont échoué lors de leur tentative de se qualifier au défi mondial junior, terminant 3e à la compétition de Winterfest tenue le week-end dernier. Les entraîneuses Nancy Alexander et Stéphanie Savoie devraient finir parmi les 2 meilleures de la formation et de la compétition junior pour obtenir leur billet de compétition internationale du printemps qui se déroulera en Croatie. Nancy Alexander aimerait comprendre pourquoi que les juges lui ont dit d'avoir apprécié le programme, mais l'écart des points soit si élevé entre ses protégés et les 2 premières places. Nancy Alexander avait un message à ses patineuses juniors en disant de tourner la page et de voir vers l'avenir. Nous avons un titre à défendre en Autriche. Nous devrons être là à la hauteur pour le championnat canadien. En fait, l'équipe juvénile a fini au 5e échelon. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où on regarde aujourd'hui la motivation ou le plaisir dans la performance. Donc, c'est sûr qu'en regardant le sport de cette semaine avec le kickball, où on voit qu'il y a une bonne partie où, à la base, le sport est beaucoup plus participatif que compétitif. Donc, on essaie de voir ou garder le plaisir, garder le fun dans la performance sportive et peut-être amener ça à un autre niveau, que ce soit au niveau compétitif, au niveau de compétition, de championnat du monde. Donc, comment on peut intégrer, ou est-ce que c'est nécessaire de souffrir pour performer, ou est-ce qu'on peut intégrer le plaisir dans la performance? Donc, c'est sûr qu'habituellement, on fait un lien entre la performance comme étant quelque chose de ardu, quelque chose où ça demande beaucoup de travail, où on doit avoir de l'inconfort, mais il y a peut-être d'autres façons de regarder le plaisir, la performance, et de regarder qu'est-ce qui nous motive dans notre sport et à pratiquer certains sports. Donc, le docteur Edward Deci et Richard Ryan proposent une théorie encore très populaire et acceptée de nos jours, qui est le Self-Determination Theory, qui regarde, ou encore en français, la théorie de l'autodétermination, qui regarde 3 types de motivation. La motivation intrinsèque, principalement. La motivation intrinsèque,
tout simplement d'être dans l'action, de pratiquer ce sport, tout simplement d'être une partie prenante du jeu, d'apprendre, de se retrouver à jouer, à s'amuser, à rencontrer des gens. Donc, la motivation intrinsèque va amener l'athlète simplement à se présenter aux pratiques ou à se présenter aux parties tout simplement parce qu'il veut être là, parce qu'il y a du plaisir à être là. Il y a une autre... Donc, on peut être motivé intrinsèquement pour apprendre, pour mieux comprendre, pour mieux maîtriser notre sport. Il y a un autre type de motivation qui est la motivation extrinsèque, où là, on va faire un lien entre, pas nécessairement ce qu'on pratique, ou on ne pratiquera pas tout simplement le sport ou la compétition, mais plutôt pour ce qui en découle, ce qu'on en récupère. Donc, on appelle ça une motivation extrinsèque parce qu'elle est complémentaire ou elle vient de récompense. Donc, il ne faut pas nécessairement faire le lien entre est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise motivation, est-ce que la motivation extrinsèque est plutôt mauvaise. C'est sûr qu'à long terme, on veut avoir une motivation intrinsèque parce qu'on veut être là tout simplement parce qu'on a le goût d'être là, tout simplement parce qu'on veut apprendre, tout simplement parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on veut mieux performer. Donc, la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, elle est importante. C'est sûr que comme entraîneur, comme parent, même comme athlète, je vais devoir bien savoir, bien comprendre ce qui me motive à être là. Parce que peut-être le talon d'Achille ou la crainte qu'on peut avoir, c'est de perdre notre motivation ou de tomber dans une situation de ce qu'on appelle amotivation ou d'une démotivation complètement extrême, où là, on n'a pas de lien nécessairement entre, on ne voit pas nécessairement de lien entre nos actions, nos décisions et nos performances. Donc, on perd vraiment le goût d'être, de faire partie prenante de notre sport. On perd le goût souvent dans cet état-là, l'athlète va complètement arrêter de pratiquer son sport. On retrouve ça souvent dans les situations de blessure ou dans des situations de contre-performance. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire un combat entre une motivation extrinsèque et intrinsèque, mais il faut surtout éviter la démotivation extrême. Donc, vous voulez connaître, comprendre un peu plus vos motivations derrière vos performances? Abonnez-vous à notre infolette en visitant notre site www.cmpcoaching.ca. La neige qui est tombée récemment sur la ville a profité pour le site Expérience Manège du Centre de la Nature. Prochainement, il y aura des étapes à initier les enfants de 5 à 8 ans pour le ski alpin. L'activité est une initiative de l'Association des stations de ski du Québec et tous les week-ends jusqu'au 15 mars entre 10h et 15h, les petits pourront chausser ski et bottines pour une initiation d'1 heure. Exceptionnellement, le site accueillera aussi les adeptes du 3 au 7 mars prochain durant le relâche scolaire. Les apprentissages de base sous la supervision d'animateurs est gratuit, l'équipement complet est disponible et également, c'est tout sans frais. C'était Stéphane Ducharme pour les nouvelles du sport. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio ainsi que nos invités. Merci à toi, Michel. Merci, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Et en terminant, j'ai réfléchi à une question pour vous. On aimerait savoir plutôt, Michel et moi, quel sport aimeriez-vous voir davantage à la télévision? Là? Un sport qu'on voit pas vraiment, mais qu'on aimerait apprécier dans le confort de notre salon. Toi, Michel, ce serait quoi? Moi, je pense que j'ai... l'Ultimate Frisbee qui me vient en tête, là, c'est un sport qui prend en popularité. On a une équipe, le Royal à Montréal, qui vient de s'établir. J'imagine qu'on a encore à connaître un peu plus le sport et à l'établir dans la région. Mais je pense que ce serait un sport qui rejoint bien des stratégies ou l'effort, la coopération, le travail d'équipe. Donc, puis c'est assez spectaculaire pour ce que j'en ai vu. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir à la télévision. Bon, ben, tu me donnes le goût, Ultimate Frisbee. Tu vois, moi, de mon côté, ça serait le surf. Imagine une compétition de surf, voir du surf qui se passe peut-être à Hawaï, peu importe, voir ça dans le confort de mon salon. Mais ça, ce n'est que notre opinion. On veut savoir ce que vous en pensez. Donc, gênez-vous pas à venir répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval, sport avec un S. D'ici là, ben, on vous dit à la semaine prochaine.